La lutte contre le changement climatique, préserver la terre, la vie terrestre et aquatique, favoriser les énergies propres, consommer et produire responsable, ce sont des objectifs du développement durable aujourd'hui qui ont été fixés par l'ONU et adaptés depuis 2015, induisent de plus en plus une modification de nos modes de production. Donc la transition écologique est à l'horizon indispensable de nos sociétés aujourd'hui et la transition numérique devient la grande force transformatique de notre époque. Cette période de Covid a d'autant plus accéléré et démontré l'utilité de cette digitalisation. Et la première notion de cette transition écologique connaît déjà sa destination, mais peine souvent à trouver un chemin, alors que la transformation numérique, effectivement, devient de manière intrinsèque à notre quotidien. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il incombe de faire converger ces deux transitions, l'écologie et le numérique. Alors, il y a des initiatives de politique publique, effectivement, depuis un certain nombre d'années, des objectifs mondiaux qui visent à réduire le réchauffement climatique, des objectifs européens. On parle d'une Europe climatiquement neutre à 2050, avec des ambitions relativement importantes, et avec un agenda pour un futur numérique et écologique qui vise avec trois ambitions. Un, explorer quelles sont les nouvelles pistes, couvre la convergence entre le numérique et l'écologie, donner du sens à la transition numérique en la confrontant aux défis écologiques et décloisonner les communautés des acteurs issus respectivement de l'écologie et du numérique et de chercher à engager des actions concrètes qui les rapprochent. Alors, au-delà de ces enjeux de protection de l'environnement, la conversion écologique de l'économie est perçue comme un moteur de croissance aujourd'hui et on s'aperçoit que ça se situe au cœur des plans de relance pour redynamiser l'activité économique. Intégrer les préoccupations écologiques dans l'activité économique implique de transformer des emplois, des compétences, implique également de la formation. Donc, on comprend que anticiper ces transformations est un enjeu crucial aujourd'hui pour la réussite de la transition écologique. Alors, dans ce contexte, la Guadeloupe est un territoire sensibilisé depuis de nombreuses années aux enjeux liés à la préservation de l'environnement et à la maîtrise des énergies, à la nécessité d'innover dans les domaines technologiques et énergétiques. L'économie verte fait ainsi l'objet d'une mobilisation d'un certain nombre d'acteurs sur le territoire et de nombreuses initiatives qu'on va justement découvrir tout à l'heure, dans quelques minutes, sont à l'origine pour venir confirmer qu'il y a une maîtrise et une nécessité d'innover dans le domaine de la technologie, du digital et de l'énergie. Donc, il y a une mobilisation des acteurs, des initiatives qui sont faites, mais quelle est la réalité aujourd'hui de la filière verte au niveau local de la Guadeloupe, intégrée dans son dispositif national et dans le bassin de la coopération interrégionale, dans un marché en croissance au cœur d'une compétition mondiale? Quelle est la réalité de cette économie verte, la filière énergie en Guadeloupe aujourd'hui, à l'heure du début de l'ère, j'ai envie de dire, post-Covid? Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette table ronde maintenant, où je vais introduire nos participants sur ce sujet et que je souhaite vraiment très actif, et surtout n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie chat qui sera relayée tout à l'heure. Donc, nous allons échanger sur cette thématique avec donc Monsieur Patrice Lopez, qui est le directeur de l'Observatoire régional des études et de l'information géographique à la région Guadeloupe. Nous aurons le plaisir également d'entendre Monsieur Régis de la Réberdière, qui est responsable ancrage territorial et innovation à EDF. Nous avons également Monsieur Andrés Mézières, qui est président du cluster Synergie et également président du groupe Génergie. Nous avons Monsieur Franz Ebader, qui est le fondateur de Green Technology, et Betty Foster, que je ne présente plus, mais qui est la présidente de Guadeloupe Tech et qui nous accueille aujourd'hui, et la CEO, la présidente de la société IPEOS. Alors, je propose qu'on puisse commencer avec Monsieur Patrice Lopez, qui est donc un statisticien informaticien à l'INSEE à l'origine, depuis un certain nombre d'années aujourd'hui, DSI de la collectivité régionale en Guadeloupe, de 2005 à 2017. Il est devenu donc le directeur de l'Observatoire régional, avec le lancement d'une plateforme d'intermédiation des données à l'échelle du territoire en Guadeloupe, Carudata, qui est donc une gestion finalement de la donnée, de la data. La donnée, la data aujourd'hui,
fait partie des composantes du numérique. Alors, Monsieur Lopez, comment aujourd'hui vous appliquez cette notion de l'analyse digitale du numérique à l'heure de la filière de l'économie verte? Eh bien, comme vous l'avez signalé, l'économie verte, c'est une des politiques publiques importantes et je voudrais vraiment me concentrer sur la menée des politiques publiques et la coordination, comme vous l'avez cité. Je voudrais revenir sur les ruptures technologiques qu'on a pu vivre depuis quelques années. L'une des premières, c'est la rupture technologique. La rupture technologique qui est très forte. Étant donné que je suis le plus vieux, c'est moi qui ai commencé. Moi, je suis né en 65. En 65, il y a eu un PDG d'une grande entreprise, Gordon Moore, pour le citer, de Intel, qui a édicté une loi, qui est devenue véritablement une loi. C'est la puissance de calcul double à coût constant, c'est important, à coût constant tous les 18 mois. Pour vous donner une idée de ce que ça fait au niveau progression, de dissémination, de puissance de calcul, d'échange, parce qu'il faut savoir aussi que conjointement, on a aussi d'autres lois qui sont aussi vérifiées, qui sur le même intervalle de temps, voire peut-être plus réduit, font aussi le doublement de la capacité de stockage des informations et le doublement de la capacité de diffusion des informations dans les réseaux. Donc on est devant quelque chose d'énorme, enfin qui fascine tout le monde. Pour vous donner une illustration, entre 1988 et 2003, il y a eu une conjonction d'un grand projet ONU qui était basé sur le décodage de l'ADN. Donc ça a duré 15 ans. Ça a coûté 3 milliards de dollars pour quelque chose qui maintenant se fait en quelques jours, enfin qui est devenu un examen quasiment courant. C'est pour vous donner une idée de ce que ça représente l'exponentiel qu'on vit au niveau de la technologie. Tout ça, ça a amené des usages différents. Moi, je voudrais juste revenir un peu sur l'historique rapide, pour pas trop durer. Dans les années 80, on a vécu l'introduction de l'informatique individuelle. 95, je dis simplement Amazon. 97, en 97, Sergey Brin et Larry Page faisaient leur thèse sur un moteur de recherche. C'était Google, en 97. C'est fascinant, c'est vertigineux. En 2001, il y a iTunes. Ça, c'est pour rappeler un peu toute la convergence des technologies vers ce qu'on va appeler des plateformes. Des plateformes qui mettent à disposition des services. 2007, l'iPhone aussi, qui permet de centrer sur l'usager cette fois-ci, qui va être producteur, utilisateur de données, qui dans le cadre des coordinations est fondamental, mais même des nouveaux services aussi, et les nouveaux services qui vont arriver derrière. 2008, Airbnb, 2009, Uber. J'ai mis Uber parce que Uber, ça a donné quand même son nom à un adjectif, l'ubérisation, alors que paradoxalement, c'est le seul qui ne gagne pas d'argent. On a Amazon qui gagne de l'argent, qui gagne énormément d'argent. On a Google qui gagne énormément d'argent, Apple qui gagne énormément d'argent. Uber, pour l'instant, il crame de l'argent. Pour plein de raisons, parce que justement, c'est l'histoire de l'organisation avec les différentes politiques publiques. Et en 2010, on a l'IoT qui arrive réellement avec des nouveaux réseaux, des réseaux LoRa, Sigfox, et aussi la dissémination de capteurs un peu partout. On le verra justement dans les services qu'on pourra rendre par la suite. Et donc cette rupture technologique, ça amène une rupture dans la menée des politiques publiques, énorme. On l'a vu, toutes les... je ne vais pas revenir à 74, enfin si, j'y reviens parce que je l'avais noté. C'était Safari ou la chasse aux Français. Safari ou la chasse aux Français, c'était quoi? C'est un article du Monde qui a permis après ça de créer la CNIL, etc., qui disait simplement, c'était le ministère de l'Intérieur qui voulait relier toutes les informations que l'État avait à travers le NIR, le numéro d'identification du répertoire, ce que vous connaissez comme le numéro de sécurité sociale,
qui permettait d'avoir des informations sur tout le monde. C'est juste pour dire que nos problématiques RGPD et tout ne datent pas d'aujourd'hui, quoi, hein. Véritablement, l'utilisation, je ne sais pas, ce soir, vous allez avoir Cache Investigation qui va parler des données que vous donnez à travers votre carte vitale. Là aussi, on est sur des enjeux totalement vertigineux. En 2007, il y a eu une réunion quand même qui posait les bases de l'open government. L'open government, c'est une réunion qui s'est passée dans la tech. Je ne vais pas revenir dessus, mais enfin qui disait que on veut justement créer toute cette puissance de calcul, utiliser cette puissance de calcul dans la transparence, encourager par la publication d'une stratégie de données réellement, encourager la participation citoyenne et encourager aussi la collaboration. La collaboration, et là ça va être aussi notre sujet, sur comment les entreprises d'énergie vont pouvoir se coordonner entre elles, comment elles vont pouvoir coordonner la production, comment le régulateur aussi, parce que le régulateur qui a été un peu dépassé par toute, je vous ai dit, hein, toute cette avalanche de nouvelles technologies, de nouvelles architectures qui ont dépassé les services publics. Hein. Mais on a, pour vous rappeler, le premier décret de la présidence Obama en 2009, c'est justement sur le gouvernement ouvert, pour impliquer des nouvelles façons de gérer les politiques publiques. En France, ça a été repris par la mission Etalab en 2011. En 2017, on a Action publique 2022 qui veut porter la dématérialisation des téléprocédures, entre autres. En 2018, on a le DCNT, tout ça je mettrai en copie bien évidemment, hein, le développement concerté de l'administration numérique territoriale, qui donne aussi des axes pour mener les politiques publiques. Et en 2020, comme Régis Elbé a dû le préciser en introduction, on a le plan France Relance pour le numérique. Alors justement, Patrice, il vous reste très peu de temps pour permettre à Régis de pouvoir présenter la suite, parce qu'on est contraint par le temps dans la durée. Il y a déjà beaucoup de questions avec le peu que vous avez dit. Donc, essayons de conclure maintenant pour vous permettre de pouvoir répondre aux différentes questions. Justement, l'une des premières applications de la politique publique qu'on a mis en place, ça a été l'une des prérogatives du Conseil régional en tant que chef de file de l'infrastructure de données, c'est de mettre en place un système d'intermédiation des données du territoire pour justement permettre la coordination des acteurs, mais aussi le développement de nouveaux services. Et c'est d'autant plus pertinent pour les opérateurs de réseau qui sont là, que ce soit électricité, mais eau aussi, transport, mobilité, c'est fondamental pour créer des nouveaux services qui permettront de rappeler ce qu'est un véritable service de mobilité. C'est pas seulement prendre le bus. Ce que veut l'usager, c'est pas prendre le bus. Ce que veut l'usager, c'est se déplacer d'un point à un autre. Ça peut être du bus, ça peut être autre chose. Et pour pouvoir coordonner justement les différents moyens de transport, ça passe par la donnée. Alors, parfaite voilà. Et donc, la plateforme Carudata. Merci, Patrice. Beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais très bonne transition, puisqu'on va donc avoir maintenant Régis de la Réberdière qui est en charge chez EDF, responsable ancrage territorial et innovation. Et derrière la notion de justement la digitalisation, il y a cette innovation-là. Et donc, le terme que vous allez aborder, Régis, c'est l'innovation comme un levier de la transition énergétique. Alors, justement, vous êtes ingénieur de formation depuis 21 ans dans le domaine de l'énergie. Vous avez exercé différentes fonctions opérationnelles et fonctionnelles au sein d'EDF, en Guadeloupe et en métropole, donc chargé d'études des réseaux, responsable d'exploitation, maintenance, chef d'agence, ce qui vous permet d'avoir une vision relativement globale de ce métier-là dans le domaine de l'énergie. Et ensuite, vous avez été au sein de la direction nationale d'Enedis. Vous avez contribué aux travaux de mise en place des règles de fonctionnement du marché ouvert à l'électricité. Et depuis 2011, donc, vous êtes de retour en Guadeloupe et vous occupez successivement différents postes au sein d'EDF dans la fonction responsable des relations, contribuant à l'ancrage territorial d'EDF en Guadeloupe et dans les îles du Nord. Et donc maintenant, la parole est à vous pour nous parler pendant 5 petites minutes et essayons, merci de respecter le temps pour avoir le temps de l'échange sur l'innovation comme levier de la transition énergétique. La parole est à vous. Oui, merci Chantal. Pour rebondir sur ce que disait Patrice, je partage deux choses.
La première, c'est que oui, ça va très vite. Dans les différentes successions de dates et de faits qu'il a marquées, moi, je pourrais donner quelques exemples. Et oui, effectivement, le numérique, et en particulier la donnée, sont des éléments primordiaux dans la révolution de la transition énergétique qu'on connaît. Alors, sur la donnée, on a aussi mis en œuvre et ouvert une plateforme Open Data, où aujourd'hui on peut retrouver des données de gestion du système électrique, système énergétique en Guadeloupe et voir des informations très intéressantes. Je regardais juste avant de partir, notamment le taux d'énergie renouvelable donc sur le réseau électrique, qui était autour de 35%. Bon, voilà, il y a encore 2-3 ans, on était à 20%. Les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie et de la loi de la transition énergétique sont d'atteindre 50% en 2023. Tout porte à croire qu'on y sera, avec les projets dont on va sans doute parler avec d'autres partenaires, et viser 100% d'énergie décarbonée en 2030. Alors, quand je dis que ça va très vite, effectivement, il y a 20 ans, effectivement, j'entrais à EDF. Si je veux prendre une image simple, on avait à cette époque une dizaine de sites de production majeurs qui délivraient de l'énergie sur un réseau de transport et de distribution qui majoritairement allait dans un seul sens, de la production vers le client final. Aujourd'hui, on a plus de 300 contrats de producteurs d'énergie. Je ne sais pas si on le sait, plus de 300 contrats de producteurs d'énergie en Guadeloupe. Alors, une grande partie, on va dire, sur le diffus, ce qu'on appelle le particulier qui a des panneaux photovoltaïques au-dessus sur le toit de sa maison. Mais si on prend des valeurs significatives, allez, je dis plus de 100 kilowatts, c'est l'équivalent pour alimenter une centaine de maisons. Ben, des installations de plus de 100 kilowatts jusqu'au mégawatt, on a plus d'une centaine. Donc, passer d'une dizaine il y a 10 ans à une centaine, ça nécessite évidemment une gestion différente du système électrique. Et donc, ça a complètement révolutionné, nous, notre métier de gestionnaire de système électrique et de gestionnaire de réseau. On pourra prendre des exemples par la suite sur ce que peut apporter le stockage d'énergie, ce que peut apporter différents types de centrales d'énergie renouvelables avec différents types de services systèmes qui vont apporter. Je pourrais approfondir plus tard. Mais si je conclus sur un point qui symbolise pour moi cet apport du numérique dans la transition énergétique, permettez-moi une image. À la base, le système électrique se gère avec une règle simple, la production égale la consommation à chaque instant, en temps réel. C'est une des règles fondamentales électrotechniques. Et aujourd'hui, dans le système de gestion électrique du réseau EDF, on voit certaines variations qu'on n'avait pas gérées il y a plusieurs années. On peut, sur un instant, perdre quelque chose comme 10 à 15 mégawatts. Si j'illustre, c'est 10 à 15 000 clients, l'équivalent de la consommation de 10 à 15 000 clients en quelques instants. Il y a quelques années, ça pouvait provoquer carrément une mise à plat du système électrique, ce qu'on appelle un blackout. Et c'est l'élément clé que nous, gestionnaires de système électrique, nous devons gérer, nous devons combattre. Et aujourd'hui, avec l'apport du numérique et l'ensemble des données qu'on peut récolter sur le système électrique grâce à des moyens de communication beaucoup plus rapides, la fibre optique, des puissances de calculateurs de gestion des données qui ont été démultipliées, on arrive à mettre en œuvre des innovations qui nous permettent de réagir et d'éviter cette mise à plat du système et de garantir une stabilité du système électrique qui est la garantie fondamentale pour pouvoir atteindre à terme 100% d'énergie décarbonée avec
une qualité de service au client qui est quand même que il reste alimenté, peu importe la nature d'électricité. Donc voilà, donc viser le 100% d'énergie renouvelable, c'est aussi pouvoir intégrer l'ensemble de ces éléments, et ça, le numérique aujourd'hui nous le permet. Donc, le numérique est clairement intégré aujourd'hui dans la politique d'EDF en Guadeloupe, de ce que on peut retenir et comprendre à travers les propos. Merci beaucoup, Régis, pour cette présentation. Les questions, je les poserai à la fin. Donc, maintenant, je vous propose qu'on puisse aller vers André Mézières, donc, lui qui est le président de Synergie, là, le cluster Synergie, il est également de Génergie en Guadeloupe. Donc, originaire de Venezuela, André est un ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé en physique, ingénieur des ponts et chaussées. Il a commencé sa carrière à la direction stratégie croissance recherche du groupe Total, dans la branche exploration-production, où en fait, il étudie les opportunités d'investissement de plusieurs filiales et donc contribue aux négociations des contrats de développement d'envergure. Mais passionné par le secteur du développement durable, de l'énergie et de l'eau et des infrastructures, il fonde depuis 2010 en Guadeloupe le groupe Génergie, qui est spécialisé dans la production d'électricité solaire en Outre-mer et dans l'Hexagone, notamment à Lyon. Donc la parole est à vous, André, pour nous dire justement pour vous quelle est la réalité et l'impact du numérique au service de la filière énergie. Oui, ben, je peux porter mon témoignage ici avec ma casquette d'entrepreneur d'abord et aussi de président du cluster Synergile. En tant qu'entrepreneur, je peux témoigner que la transition énergétique et cette convergence avec le monde du numérique qu'ont évoqué mes collègues est à l'œuvre depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Quand on a monté le groupe Génergie en 2010, on s'est très vite heurté aux contraintes des systèmes électriques insulaires qui étaient soumis à une forte pénétration des énergies solaires et éoliennes dites intermittentes, puisqu'on n'arrive pas à les maîtriser. Elles sont produites on n'arrivait pas à l'époque à les maîtriser, elles étaient produites au fil de l'ensoleillement ou du vent. Et on a lancé très vite, en tant que start-up à l'époque, des programmes de R&D pour pouvoir développer de l'infrastructure, notamment de stockage, pour se donner des degrés de liberté, mais aussi pour développer du software et donc développer une couche numérique pour pouvoir mieux piloter les flux d'énergie à l'intérieur de ce qu'on appelle des micro-réseaux et apporter aussi des niveaux de flexibilité auprès des consommateurs qui accepteraient qu'on les déconnecte ou qu'on module leur puissance de soutirage. Donc ces programmes de recherche, on les a menés au sein du groupe Génergie. D'autres acteurs aussi locaux les ont menés. Aujourd'hui, je pense que les débouchés les plus visibles pour les Guadeloupéens, ou pour en tout cas les acteurs de l'industrie locale, sont du côté du stockage de l'énergie et de la gestion des réseaux électriques, comme le disait tout à l'heure Régis, mais aussi, on va le voir très rapidement, du côté de la mobilité, puisque la mobilité électrique, ce n'est rien d'autre que des batteries qui se baladent sur 4 roues. Et qui de temps en temps viennent se connecter et interagir avec le système électrique. Donc il y a des débouchés très concrets et ce que je peux témoigner, c'est qu'il y a un écosystème d'acteurs qui œuvrent à la fois sur le secteur de l'énergie mais aussi du numérique et qui travaillent main dans la main pour développer ces solutions. Donc sur le stockage d'énergie aujourd'hui, les nouvelles centrales photovoltaïques qui sont mises en service d'une puissance supérieure à 250 kW, elles sont le plus souvent associées à des dispositifs de stockage d'énergie, mais pas seulement. Elles sont aussi associées à une grosse couche numérique qui est constituée de capteurs qui vont faire remonter une quantité impressionnante en temps réel de données. Elles sont constituées d'une couche d'intelligence, c'est-à-dire avec des algorithmes qui vont analyser la donnée, qui vont intégrer les contraintes de pilotage qui sont imposées pour ne pas perturber le réseau ou au contraire l'aider. Et elles sont, ces solutions aussi, accompagnées d'outils de prévision. Et ça, c'est important, puisqu'on est en train de migrer de systèmes énergétiques, on le disait, centralisés, où c'était surtout sur la consommation qu'on avait un aléa. On est en train de migrer vers des systèmes énergétiques où on a aussi un aléa côté producteur, puisque l'électricité solaire et l'électricité éolienne est fluctuante. Et pour pouvoir gérer des systèmes énergétiques avec des niveaux de complexité supplémentaires,
eh ben, il faut de l'asservissement, et donc il faut des couches de rétroaction, et il faut de la prévision. Il faut apporter au système une capacité d'anticiper sur un temps de réponse beaucoup plus court que précédemment. Un gros débouché aussi de ce qui se passe aujourd'hui sur cette convergence énergie numérique, c'est dans la mobilité électrique. Et là, au sein du groupe Génergie, on est en train de lancer un réseau régional de bornes de recharge à accès public. Donc on travaille avec des partenaires comme le groupe EDF, comme le groupe Lorette, comme le groupe SAFO, pour proposer aux utilisateurs de véhicules électriques un réseau robuste de recharge de leurs véhicules électriques avec un accès public et une garantie que leur recharge soit d'origine renouvelable. Donc c'est le projet GMOB pour Green Mobilité qui est en train d'émerger et qui sera sur les rails dès cette année. Voilà, donc moi, mon premier message fort, c'est de dire qu'il y a des acteurs qui travaillent beaucoup sur ces filières, sur cette convergence ici sur le territoire. Au sein du cluster Synergile, il y a plein de partenaires qui aussi œuvrent dans des directions similaires. On peut citer Green Technology qui développe aussi un réseau d'infrastructures de recharge. On peut citer aussi l'entreprise réunionnaise RéuniWatt qui a développé une suite logicielle de prévision très précise de l'ensoleillement et donc de la production photovoltaïque. On peut citer l'entreprise Naldeo qui propose un logiciel qui permet de gérer les flux d'énergie au sein d'un micro-réseau. Il y a tout un écosystème en fait d'entreprises qui œuvrent dans cette transition énergétique, et pas seulement depuis l'année dernière ou il y a 5 ans, mais bien depuis 2010-2009, où on a vraiment commencé à investir ces champs de développement. Donc c'est un sujet aujourd'hui qui est extrêmement finalement récurrent en Guadeloupe et pas du tout nouveau. De ce que j'entends, André, c'est qu'au contraire, ça fait déjà pas mal d'années que c'est existant sur le territoire et du coup, c'est relativement intéressant. Je te laisse conclure. Oui, et puis ce que je voulais dire aussi comme deuxième message, c'est que on parle beaucoup de la transition énergétique, mais on a parfois du mal à en prendre toute la mesure. Et en fait, pour prendre toute la mesure de ce que recouvre le champ de la transition énergétique, il faut réaliser à quel point l'énergie est la signature de notre civilisation. Notre civilisation, aujourd'hui, si elle se distingue de celle de la Grèce antique, c'est pas tellement par la capacité de penser, parce qu'au final, on arrive à lire des auteurs qui datent d'il y a 2500 ans, on arrive à communiquer avec leur conscience, à lire leurs concepts. Mais la vraie différence avec les autres civilisations, c'est l'accès et l'abondance à l'énergie qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment notre marque de fabrique de l'Anthropocène, de notre période moderne. C'est cette débauche, on va dire, d'énergie à laquelle on a accès. Et quand on réalise en fait que le secteur énergétique irrigue en fait beaucoup d'autres secteurs, l'agriculture, les engrais, la majorité des engrais aujourd'hui sont produits à partir de dérivés pétrochimiques, de l'industrie pétrochimique. Lorsque on pense à la mobilité, parce que quand on parle d'énergie, il ne faut pas seulement penser à l'électricité, il faut aussi prendre conscience qu'en Guadeloupe, 2/3 de nos consommations ont lieu sur des usages de mobilité, sur du transport terrestre, du transport maritime, du transport aérien. Donc lorsqu'on parle de transition énergétique, au final, on parle de quelque chose d'énorme. On parle d'une bascule de civilisation, d'une situation qu'on hérite depuis le début du XXe siècle, à quelque chose de nouveau qu'il faut réinventer. Et ce n'est pas seulement l'énergie qu'il faut basculer au final, c'est toute la civilisation, c'est tous nos modes de production, tous nos process de production, de conception, et tous nos usages au final qui vont être aussi impactés. Parce qu'il n'est pas dit qu'on arrivera à garder les mêmes usages qu'on avait l'habitude avec de l'énergie fossile, qu'on les garde intacts ou identiques lorsqu'on aura décarboné l'industrie. Donc ça va aussi bouleverser, modifier en profondeur tous nos usages. Les usages et la consommation. Merci Andrés, et je retiens quelque chose de particulier, c'est cette notion de transmission, cette notion de civilisation, à se dire que dans 2000 ans, 2500 ans,
on pourra dire qu'effectivement, l'énergie faisait partie de l'héritage que notre civilisation a pu léguer pour la succession. Merci pour cette approche très intéressante et pas mal de questions à ce sujet. Alors justement, la transition, vous avez parlé de green technology. Franck Ebader en est le fondateur aujourd'hui, donc ingénieur dans l'industrie pétrolière depuis 15 ans. Monsieur Ebader a décidé de consacrer maintenant son expertise professionnelle dans l'empowerment énergétique. Donc, il est rentré en Guadeloupe et fonde en 2013 la startup Green Technology pour aider les entreprises, les collectivités et les particuliers à amorcer leur transition énergétique. Et vous avez également créé EaseDrive, qui est une application marketplace en ligne, grâce à laquelle vous souhaitez déployer un réseau collaboratif de bornes solaires en Guadeloupe pour que l'autonomie énergétique ne soit plus individuelle, mais collective. Donc, Monsieur Ebader, la parole est à vous pour que vous puissiez nous en dire un peu plus. Merci Chantal, bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui, on vous entend. Super. Du coup, effectivement, donc, le métier de Green Technology, c'est la transition énergétique globale de ses clients. En gros, pourquoi global? Parce que toute personne, toute entité a un potentiel énergétique qui aujourd'hui était relativement passif, mais aujourd'hui, on est en train d'activer. C'est pour ça qu'il y a une transition. En gros, c'est qu'on paye des factures d'électricité, on paye des factures de mobilité, d'essence essentiellement. On a des toitures et on a des places de parking. Ben, la transition énergétique, et c'est notre métier comme ceux de d'autres, c'est de réduire les deux premiers impacts en euros et de réduire l'impact aussi environnemental de ces factures-là et d'augmenter en gros les deux autres, c'est-à-dire vous permettre d'être un fournisseur d'énergie grâce à vos toitures essentiellement, il y a aussi le vent, et d'être un fournisseur de carburant propre qui est pour véhicules électriques avec vos parkings. Dans cette activité de transition énergétique, ben, en fait, alors, il y a 3 éléments, moi, que je vais retenir pour ne pas faire de doublons, parce que beaucoup de choses ont été déjà dites d'intéressantes. La première, c'est tout simplement en termes micro. Quand on fait une transition énergétique d'un client, en fait, on fait de l'ingénierie et ensuite on fait des actions qui sont essentiellement de l'énergie renouvelable et des bornes de recharge. Dans l'ingénierie, ce qu'on constate, c'est que la masse de données, qu'on fasse un audit énergétique, une étude de faisabilité photovoltaïque, une étude de faisabilité de bornes, la masse de données qui est traitée est tellement importante qu'en fait, la transition énergétique est, pour les professionnels, largement accélérée par le numérique. Ça donne quoi en gros? On rentre ces données-là dans des bases de données et il y a un traitement et un flux d'une étape à l'autre qui permet d'accélérer. Et puis surtout, ça permet aussi aux professionnels comme nous de faire des ratios pour simplifier. Quand on a fait 100 audits énergétiques, quand on les a numérisés, eh bien, en fait, on peut comparer et dire que par mètre carré, ben, un bâtiment qui fonctionne bien a tant de CO2 par rapport à un autre bâtiment. Bref, ça c'est un peu professionnel. Le deuxième volet, où le numérique accélère et facilite la transition énergétique, on l'a déjà mentionné, c'est le réseau. Il faut bien réaliser que la transition énergétique comme elle est aujourd'hui déployée, c'est avant tout une électrification massive de l'activité, puisqu'on électrifie directement l'énergie des bâtiments avec des panneaux solaires, mais aussi on électrifie la mobilité, comme Andrés l'a clairement mentionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout l'enjeu de cette transition se passe autour du réseau électrique. Et du coup, les médias, la numérisation des médias nous donne finalement la voie. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de l'Internet de l'énergie. Et ça prend exactement la même forme. Pour simplifier pour le grand public, là où on avait de gros ordinateurs qui coûtaient des millions d'euros dans les années 70, et où Apple puis d'autres ont mis des ordinateurs sur notre bureau, ben en fait, on a de grosses centrales nucléaires, diesel, qui coûtent entre 15 milliards et 400 millions d'euros, qui sont centralisées. Et ben en fait, le panneau solaire met sur notre toit un instrument de production d'énergie. Et de la même façon, là, on a des grosses stations essence qui coûtent
de l'ordre du million d'euros, une borne de recharge qui coûte de l'ordre de quelques milliers d'euros, mais dans notre parking, une station-service de recharge de véhicules électriques. Et du coup, en atomisant comme ça l'activité énergétique toute raccordée au réseau, eh bien, par force, les mêmes contraintes de l'Internet, puisqu'on voit bien qu'on fait de l'upload-download en permanence, donne les mêmes nécessités qui se passent par le numérique, c'est-à-dire du traitement de données et de la gestion de ces équilibres en permanence, et comme l'avait rappelé Régis, équilibre off-demand instantané du réseau. Donc là, c'est professionnel. Et un des sujets qui est un sujet passionnant, tu as mentionné rapidement, André, c'est qu'aujourd'hui, Green Technology a mené l'année dernière et passe en phase 2 cette année un projet de V2G, Véhicule to the Grid. C'est-à-dire que c'est une borne bidirectionnelle et qui utilise la batterie du véhicule pour pouvoir donner des services de stabilisation au réseau. On sait bien que les énergies intermittentes nécessitent entre autres des capacités de stockage. Et bien, effectivement, un véhicule étant une batterie sur roue, grâce à ce projet V2G, qui est en fait le seul de la Caraïbe, et même plus ou moins d'Amérique du Sud, en tout cas a priori, mais ça permet ici aux Antilles d'avoir fait la démonstration qu'un investissement de batterie déjà rentabilisé, qui est un véhicule électrique, puisqu'il est déjà payé pour son usage de mobilité, cet investissement de batterie peut être utilisé en collatéral grâce à des bornes et des technologies spécifiques pour rendre des services au réseau. Donc tout ça, c'est un petit peu professionnel, mais ce sont quand même des fondements qui sont nécessaires pour tout simplement que le réseau ne crache pas et qu'on n'ait pas des blackouts tous ensemble. Je vais parler maintenant de quelque chose qui... Plus que 2 minutes, Monsieur Bader, c'est le temps cool et il nous reste encore Betty et le temps des questions. Beaucoup de questions sont derrière. Merci. Et plus accessible à tout le monde, c'est précisément le fait de faire de l'Internet de l'énergie à un côté social, à un potentiel en tout cas social et sociétal très puissant, c'est que chaque personne, de la même façon que maintenant chaque personne peut être un producteur TV grâce à YouTube ou autre chose par rapport à d'autres médias sociaux, mais chaque citoyen peut aujourd'hui, avec un panneau solaire, avec une borne, peut être un acteur de l'énergie. C'est ce qu'on appelle l'empowerment énergétique. C'est notre passion, c'est notre métier, mais l'empowerment énergétique, pour mettre tous ces acteurs en lien, on parlait de marketplace tout à l'heure, mais le numérique est nécessaire aussi là pour que chaque personne puisse avoir cet empowerment énergétique de participer à l'activité énergétique de demain. Merci beaucoup, Monsieur Bader. Très intéressant également sur cet angle très complémentaire à ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Et donc, pour conclure la partie de la présentation, je vous propose donc qu'on puisse entendre Madame Betty Faustin, qui est présidente donc, de Guadeloupe Tech et qui est aussi présidente de IPEOS, donc entrepreneur dans les activités Internet et consultant en e-gouvernance auprès d'acteurs internationaux. Betty, aujourd'hui, intervient, est engagée à tous les échelons du local en Guadeloupe jusqu'à l'international. Son activité principale consiste à diriger son entreprise IPEOS, qui veut dire Internet Protocol et Open Source, apporter des solutions innovantes aux clients, entreprises, administrations et associations. Et en tant qu'entrepreneur citoyenne, elle est engagée à la tête de ce cluster numérique Guadeloupe Tech, qui représente plus de 130 entreprises aujourd'hui dans le numérique. Et elle prend part également une part active dans la gouvernance mondiale d'Internet en s'engageant dans des actions d'une organisation mondiale multipartenariale qui est nommée l'ICANN, qui gère les adresses IP et les noms de domaine. Alors aujourd'hui, Betty, quel est le retour d'expérience et l'apport de numérique dans la filière énergie en Guadeloupe? J'ai envie de dire que pour beaucoup de choses, en fait, on confond très souvent l'électricien qui va utiliser des outils numériques déjà tout packagé, c'est-à-dire que beaucoup d'acteurs qui sont dans l'énergie électrique vont acheter des solutions déjà tout packagées, c'est-à-dire que toute la partie ingénierie numérique a été développée par d'autres acteurs au niveau international. Ça peut être en Chine, en Corée, à Taïwan, etc. Donc quelque part, ça apporte très peu de valeur ajoutée pour les acteurs du numérique au niveau local. Par contre, avoir une
position inverse, se poser la question, mais OK, comment je gère l'énergie, comment je gère les acteurs, comment je gère les utilisations, comment je gère les projets, ça peut apporter une valeur ajoutée certaine sur des dynamiques d'habitat. Parce que vous savez, on est tous des Monsieur Jourdain de l'Alliance Énergie et Numérique. On a chez soi, pourquoi pas, depuis son smartphone, on peut gérer en fait la climatisation, on peut gérer l'électricité ou le bain de son bébé, on peut gérer l'aquarium de son petit poisson rouge. Enfin, peu importe les capteurs ou les outils qu'on utilise, en tant que particulier, on est beaucoup à gérer cette alliance énergie et numérique. Par contre, au niveau des professionnels, il y a énormément de marchés et de projets à envisager et qui sont intéressants et qui sont porteurs et qui peuvent créer des emplois et qui sont aussi financés, ça il faut le voir. À savoir, OK, on a des contraintes particulières, on est des territoires insulaires, on est soumis à des aléas climatiques, etc. Il y a des solutions qui ont été créées peut-être en Chine ou en Europe qui ne nous conviennent pas. Je pense qu'il y a matière à travailler sur ces chantiers-là dans les années à venir. J'en ai parlé à Andrés, j'en ai parlé aussi à Régis et aux acteurs de la région. Nous devons créer une alliance énergie et numérique forte sur nos singularités, c'est-à-dire les questions qui n'ont pas encore été posées, comment y répondre. Un exemple simple, au niveau de mon entreprise, on travaille sur certaines dynamiques qu'on appelle la sobriété numérique et notamment on développe des plateformes qui sont très économes en requêtes, SQL, etc., de façon à ne pas utiliser trop d'électricité. Donc ça veut dire que dans la façon dont on développe, dans notre travail, dans le code, il y a énormément de choses qui ont changé dans notre travail. C'est des outils, je veux dire, qu'on a dû modifier. On a dû modifier notre façon de travailler, notre façon d'implémenter les projets, notre façon aussi d'éduquer nos clients parce que très souvent, les clients disent je vois quelque chose d'esthétique, je veux ce tableau-là, fais ça chez moi, adapte-le comme tu veux, etc. Or, justement, on est sorti maintenant du tout Ikea ou du tout prêt-à-porter. On est de plus en plus des solutions de très haute performance ou de qualité, aller vers des besoins de plus individualisés ou particuliers. Et là, c'est vecteur d'innovation, c'est vecteur de collaboration et c'est aussi vecteur de solutions qui atteignent beaucoup plus leur objectif. Et cela, il faut savoir aussi que même en Chine, ils le comprennent. Lorsqu'ils développent les imprimantes 3D et des solutions à venir, c'est ça aussi. Parce qu'en fait, en réalité, on ne va pas tous devenir, entre guillemets, des responsables de bornes, etc. Je respecte ces projets de bornes. Mais derrière, je pense qu'il faut aller plus loin dans la logique et peut-être travailler en termes de logique de consortium et dire, mais OK, il y a peut-être telle façon d'apporter ça sous telle cible au niveau de la population. Oui, mais OK, il faudrait qu'on ait une dynamique. Si jamais on a des coupures dans telle zone, comment faire en sorte que les communes qui ont encore l'électricité puissent gérer et aider les autres, etc. On doit penser à ces moments de catastrophe. Parce que, je veux dire, c'est pas parce que ça va bien aujourd'hui qu'on ne peut pas être un Saint-Vincent demain ou un Saint-Pierre demain. Donc, il faut qu'on ait conscience de nos fragilités. Nos fragilités du futur sont nos forces. Et c'est pour ça que cette notion de rebond, cette notion de restart, comment redémarrer la pandémie, le télétravail, le téléjob, la façon de gérer tous ces champs du possible. C'est maintenant qu'on le fait, par des consortiums et des synergies communes. Merci Betty pour ce plaidoyer, j'ai presque envie de dire cette plaidoirie en même temps qui est extrêmement claire et d'une grande efficacité. On retient deux mots, consortium, mutualisation, regroupement. Alors justement autour du digital et de la filière énergie. Alors, dans la notion du digital, parce qu'on parle du digital, c'est relativement large, mais en réalité, on sait qu'il y a des sous-thèmes. Il y a l'intelligence artificielle, Andrés a parlé de la mobilité, on parle de la data, on parle de la cybersécurité, on parle aussi de l'Internet des objets connectés. Tout ça, c'est de la réalité aujourd'hui. Alors, la première question que je voudrais adresser justement à Betty, quelle est aujourd'hui en Guadeloupe la sous-thématique du digital que l'on considère déjà bien adressée dans la filière énergie? Est-on plutôt sur la data, l'intelligence, la cybersécurité? Qu'est-ce qu'il marche déjà? En fait, c'est un peu tout ça. C'est un exemple simple.
très souvent, beaucoup d'objets connectés, beaucoup de projets ont été imaginés par en n'ayant pas des informaticiens ou des développeurs ou des architectes dans leur équipe. Donc, du coup, la cybersécurité, l'architecture, en fait, des projets était bancale. Donc, ça veut dire que c'était des nids entre guillemets, risqués. Donc, je vous invite pour l'atelier ou la table ronde demain sur la cybersécurité. Et ça, c'est une chose. La deep tech, ça permet aussi d'avoir les datas qu'on collectionne, mais il faut les faire travailler, il faut les modéliser, il faut faire penser, en fait, comment gérer ces nombreuses données et quelles sont les modélisations qu'on peut y apporter. Donc, ça veut dire que c'est des systèmes qui utilisent un système apprenant très automatique. L'intelligence artificielle aussi fait déjà partie du présent, mais du présent certes en termes d'actualité, mais pour préparer les usages du futur ou les projets du futur. Voilà, c'est aussi ça. Donc oui, c'est un petit peu tout ça. Il n'y a pas un secteur privilégié. Ce qui est sûr, c'est que ces outils du futur font partie du présent. Merci beaucoup. Alors, une autre question qui a été posée dans la... alors, allez-y. Désolé. Non, mais le débat est très intéressant et je voulais réagir. Je rejoins Betty sur le fait que ces différentes briques du numérique aujourd'hui contribuent à l'évolution de nos dispositifs et donc l'apport du numérique dans la transition énergétique. Si je prends quelques exemples sur l'intelligence artificielle, vous l'avez cité Chantal. L'exemple de Betty qui cite on n'a plus d'électricité dans telle commune et comment on réalimente par telle autre commune. Mais aujourd'hui, notre réseau est de plus en plus intelligent avec des dispositifs d'intelligence artificielle qui aident nos dispatchers à pouvoir réalimenter le plus vite possible les clients. Alors, quelquefois, on voit, l'électricité partie, revient, partie, ça dure, ça arrive 2-3 fois. C'est tout simplement le système qui aide le dispatcher à trouver très rapidement la bonne panne et au bout de 10 minutes, c'est revenu pour 80-90% des clients. Voilà, ça, c'est une application de l'intelligence artificielle. Évidemment, la cybersécurité est essentielle lorsqu'on a des systèmes de cette taille. Aujourd'hui, on peut prendre le contrôle de Taïwan, je dis ça au hasard, hein, je ne connais personne à Taïwan, mais on pourrait prendre le contrôle d'un système basé en Guadeloupe. Et c'est la cybersécurité et l'ensemble des barrières et des fils qui permettent de gérer tout cela en toute sécurité. Mais je terminerai par un exemple et peut-être l'élément aujourd'hui qui a le plus de valeur et sur lequel on doit travailler le plus, c'est peut-être la façon de valoriser la data, la façon de comprendre la data pour faire en sorte qu'on aille vers une meilleure maîtrise de la transition énergétique. Exemple simple pour tout un chacun, si on dit, j'ai une voiture, elle fait 6 litres au 100, 10 litres au 100, 4 litres au 100, on voit tout de suite ce que ça veut dire. Voilà, puisque tous les 3 semaines, chaque mois, on passe à la pompe et on sait pour combien on en a, quelle est la douloureuse. Aujourd'hui, je ferai le tour de table. Je ne suis pas sûr que quelqu'un sache me dire je consomme tant de kilowattheures par mois ou 1 kilowattheure ou 10 kilowattheures. Ça fait fonctionner ma machine pendant tant de temps. Et c'est là-dessus, et en travaillant sur comment apporter, tout en garantissant évidemment les règles de sécurité de données personnelles, ça c'est essentiel, mais comment apporter à chaque client les éléments qui lui permettent d'être, on aime bien dire acteur de sa consommation, parce que l'énergie ici dans notre siècle, elle est pour l'instant abondante. L'une des clés de la transition énergétique, c'est aussi de l'économiser et de faire en sorte que chacun puisse, avec une compréhension de ces données et une vraie appropriation de ces datas, agir pour la transition énergétique. Alors, merci beaucoup, Régis, pour ce complément. Et justement, la question qui s'adresse à M. Lopez. 2 questions pour vous, M. Lopez, et rapidement la réponse, parce qu'il ne reste plus que 4 minutes avant la fin de cette table ronde. C'est est-ce que justement la Guadeloupe a une politique de données ouverte? Et la deuxième question, est-ce qu'il existe un portail open data dédié à la Guadeloupe et à la zone Caraïbe?
Bien justement, c'était dans mon introduction, c'est donc Carudata, karudata.fr, www.carudata, donc un portail qui a été mis en ligne depuis avril. Et bon, vous comprenez que la période empêche une grande publicité à l'heure actuelle, mais il y a pour l'instant environ 80 jeux de données. Et très vite, on va essayer de le peupler avec justement les données énergie. Là, les contacts qui sont pris vont permettre d'y mettre, mais aussi toutes les données de réseau, réellement, les données de mobilité, comme je vous ai dit, les réseaux d'eau, les réseaux route de Guadeloupe aussi, pouvoir mettre tout l'ensemble des données, mais aussi des données économiques et sociales, toutes celles qui se rapportent à la Guadeloupe. C'est véritablement l'ébauche d'un service local de données. Un service local de données qui permettra de créer des services à partir des données publiques, mais aussi d'échanger des données entre différents acteurs dans ce qu'on appelle le close data, c'est-à-dire pour certaines données qui permettent de créer des services, mais qui n'ont pas vocation à être en open data. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, une question pour Andrés. Justement, vous avez parlé donc de cette notion de civilisation, l'impact et l'apport de l'énergie aujourd'hui sur le territoire en Guadeloupe. Alors, quid de l'impact et de la faisabilité? Betty a parlé de consortium, a parlé de mutualisation, a parlé de regroupement. Quelle est votre vision par rapport à cela au sens de la coopération interrégionale dans la zone Caraïbe? Ce qu'on constate aujourd'hui sur le fonctionnement des acteurs de l'énergie et du numérique, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'entreprises européennes qui viennent avec des solutions packagées. Mais on voit néanmoins qu'il y a la place pour des entreprises locales partout où on a besoin de sur-mesure. Parce que les entreprises locales, comme le disait Betty, sont peut-être mieux à même de comprendre les contraintes des acteurs locaux, mieux à même de comprendre le pilotage d'un projet avec des acteurs locaux, avec des cultures différentes, guadeloupéennes, martiniquaises, caribéennes. Et donc je pense qu'il y a la place pour que les acteurs locaux du numérique prennent de plus en plus de marché sur ce type de projet où convergent l'énergie et le numérique. Ici dans les régions d'outre-mer françaises, mais aussi dans toute la Caraïbe. Alors pour y arriver à prendre ces marchés, je pense que déjà il faut cibler les bons segments. Tout à l'heure Betty le disait, en gros nous de notre fenêtre on voit les objets connectés, donc c'est tout ce qui est capteur qui fait remonter de la data dans les systèmes énergétiques. Après, il y a le segment de tout ce qui est traitement, stockage de cette masse considérable de data. Donc, c'est tout ce qui est infrastructure, urbanisme numérique pour collecter, faire remonter et stocker de la data. Après, il y a la couche intelligente où on va justement développer des solutions, des algorithmes pour aider à la décision ou pour rendre automatisé ou semi-automatisé des processus de production. Et enfin, nous, on voit un dernier segment aussi sur ce marché du numérique applicatif à l'énergie, c'est celui des HMI, des interfaces homme-machine, où là, on a besoin d'interfaces ergonomiques pour que l'utilisateur humain puisse avoir un accès ergonomique pertinent à la data et aux actions sur le système. Et je pense que, alors autant sur le segment des objets connectés, ça va être dur de nous positionner depuis notre territoire parce que ça nécessite quand même le développement de ces objets, tout un écosystème industriel de développement, prototypage et industrialisation d'objets qu'il faut reconnaître, nous n'avons pas. Par contre, sur la partie traitement de données, la partie urbanisme où il faut développer des infrastructures de remontée, de stockage de la donnée et les sécuriser, là on a besoin de projets sur mesure et on a besoin de pilotage de projets avec des acteurs à la culture locale et régionale. Donc là les acteurs locaux ont peut-être un vrai avantage concurrentiel. Et sur le développement des interfaces homme-machine, là aussi il y a une composante locale. Tout à l'heure, on le citait, Franz le citait, il y a quand même des réseaux d'énergie qui sont en train de se monter. Il y a une forte composante culturelle et donc locale sur ces réseaux d'énergie. C'est pas la même façon d'interagir et d'avoir un réseau social entre Caribéens qu'entre Norvégiens. Donc là, peut-être aussi, les entreprises locales ont une carte à jouer en avantage concurrentiel de par leur positionnement local.
Alors pour y Merci. arriver, il faut choisir le bon segment. Et la dernière chose, et ça c'est hyper important, il faut chasser en meute. C'est-à-dire que si on veut aller choper des Je marchés confirme. en Jamaïque, pour faire des micro-réseaux, je ne sais pas moi, en Jamaïque, à Saint-Vincent, si on veut développer des solutions de gestion de crise avec de la production d'électricité de secours ou d'eau potable de secours, eh ben, il faut qu'on monte des consortiums. Je rejoins totalement ce que disait Betty. Pour aller ensemble, déjà pour concevoir ensemble des solutions qui répondent aux besoins locaux et régionaux, et donc lever des fonds ensemble, développer ensemble les solutions et après aller les proposer sur le marché sous la forme de consortium. Merci Andrés, effectivement beaucoup de frustration parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions qui tombent et malheureusement le temps est imparti. Betty, tu me le confirmeras, donc ça sera difficile de pouvoir apporter des réponses à toutes les questions, mais j'en cite juste deux qui sont intéressantes pour que vous puissiez continuer à réfléchir. C'est comment utiliser ces données aujourd'hui open pour accompagner les associations d'usagers qui œuvrent pour une meilleure gestion, par exemple, de l'eau. Comment la population est-elle associée aujourd'hui à tous ces projets que vous avez évoqués, par exemple Engie, People Lab, comment ça se passe également. Et en tant qu'opérateur de distribution, EDF a certainement des milliards de données sur les consommations. Comment c'est utilisé? Alors voilà, nombre de questions comme ça qui ont été posées et malheureusement, on ne va pas avoir vraiment le temps de pouvoir y répondre encore une fois, relativement frustrant, mais ça montre l'intérêt et toute la passion du sujet. Et surtout, merci Andrés pour l'approche que vous avez eue sur cette notion de chasser en meute. J'ai envie de dire en conclusion, avant de passer la parole finale à Régis de la Bertaudière pour la conclusion, c'est qu'on est sur des territoires, la Guadeloupe fait partie effectivement d'archipels dans la zone Caraïbe, des marchés locaux peut-être contraints par rapport à certaines thématiques si on veut aborder dans le domaine du digital des enjeux beaucoup plus impactants. Et là, effectivement, il faut réfléchir à cette approche groupée, chasser en meute, effectivement, sur les territoires autour de nous, arriver à travailler en co-construction pour rester en efficacité. Et d'autant plus que je me permets de faire cette emphase sur la notion du financement, les financements européens, et Andrés sait très bien de quoi je parle. Et effectivement, on cette attente également d'avoir une seule tête face au territoire, dans les Outre-mer, quand on aborde ces sujets-là, c'est qu'il faut arriver justement groupé. Donc, le message fort que j'ai envie de faire passer aujourd'hui à travers cette conférence, c'est que ces sujets de la digitalisation et de l'énergie sont des sujets qui doivent être abordés ensemble, en co-construction, dans la traduction de vos projets pour pouvoir maximaliser l'impact territorial, mais également l'impact du modèle économique des projets que vous portez. Je vous remercie beaucoup pour l'attention. Et Régis, la parole est à vous pour la conclusion finale. Mais écoutez, merci Chantal, merci à tous pour cette qualité de table ronde. Je me permettrai juste de répondre à toute dernière question, mais de façon très rapide et directe, pour préciser que l'ensemble des données qui appartiennent aux clients sont absolument respectées en termes de gestion des données personnelles. Là-dessus, il faut y avoir aucun doute, EDF respecte la réglementation en termes de gestion des données sur ce point-là. Alors, si je devais conclure par rapport à tout ce qui a été dit, j'ai adoré l'image d'Andrés sur la réflexion un peu philosophique de la signature de notre civilisation, mais je dirais, j'irais même plus loin. Aujourd'hui, l'énergie et l'électricité, puis qui devient quelque part voilà, une signature spécifique de l'utilisation d'énergie dans nos civilisations, est un bien essentiel. Il le devient. On ne saurait plus faire sans. Et ma conclusion serait de dire que travailler cette transition énergétique nécessite, comme vous l'avez dit, une synergie de l'ensemble d'acteurs d'un territoire, quel qu'il soit, de façon à correspondre réellement aux enjeux et à la caractéristique même du territoire. Et à ce titre, nous, EDF, on l'a bien compris, nous sommes accompagnateurs, tiers de confiance. On a un métier, certes gestionnaire de systèmes électriques, mais évidemment, cette transition énergétique nécessite une synergie de l'ensemble des acteurs, de différents types, grands groupes, agilité de start-up, pour arriver forcément à une complémentarité qui est essentielle.